Vladimir Poutine devient désespéré. Et c'est lorsqu'il est désespéré qu'il est le plus dangereux. En ce moment, le haut commandement russe épuise ses options pour changer le statu quo en Ukraine, et quoi qu'ils essaient, rien ne semble fonctionner. La guerre avec l'Iran devait permettre de vendre du pétrole, mais les ports russes en mer Noire et Baltique ont été détruits. Le défilé de la victoire en Russie devait raviver la ferveur patriotique, mais celui de Poutine a eu lieu après que l'Ukraine lui a donné le feu vert, puis a bombardé Moscou peu après pour montrer que c'était simplement par politesse. Même le week-end dernier, lorsque la Russie a déployé son redoutable missile Oreshnik capable de transporter des ogives nucléaires, la réaction de l'Ukraine et de l'Occident a été, en gros, « Ouf, ça fait peur ». Les forces ukrainiennes ne risquent pas de s'effondrer. Les avancées russes ne sont que des mensonges relayés au Kremlin par les commandants de première ligne pour masquer leur incapacité à obtenir des résultats. Grâce à de plus en plus de rapports internes ayant fuité du Kremlin et de l'armée russe, il devient clair que Poutine tente de renverser la situation. Des experts extérieurs pensent qu'il pourrait détruire des cibles symboliques à Kiev ou tenter d'impliquer la Biélorussie dans le conflit. Comme l'a dit le conseiller stratégique ukrainien Ilya Serakin à Warfront, Poutine pourrait tenter de fracturer l'OTAN en attaquant la Lettonie. Mais il y a une possibilité, aussi insensée qu'elle puisse paraître, que nous devons sérieusement envisager, que Poutine choisisse de s'emparer d'un autre État aux portes de la Russie et d'en faire un exemple. Il n'attaquerait pas un État important, peuplé ou puissant comme la Finlande, OTAN ou le Kazakhstan, Asie centrale. Au lieu de cela, il viserait un petit pays qu'il pourrait envahir en quelques jours ou même en quelques heures. Conquête, vassalisation, annexion. Tout cela viendrait ensuite, ce serait secondaire. Le vrai message est que la Russie demeure une grande puissance militaire à respecter, donc l'Ukraine devrait céder le Donbass, renoncer à rejoindre l'OTAN et s'incliner devant Vladimir Poutine avant qu'il ne soit moins conciliant. Maintenant, au début de l'épisode d'aujourd'hui, nous devons souligner qu'il est vraiment assez ridicule d'affirmer qu'en Ukraine, la Russie se retient d'une manière ou d'une autre. C'est un conflit où la Russie a souvent tenté d'éliminer la direction ukrainienne, où les soldats russes commettent régulièrement des exécutions extrajudiciaires et torturent des prisonniers de guerre ukrainiens, voire des civils ukrainiens. Et où, dans sa tentative d'assimiler l'Ukraine à la culture russe, Moscou a enlevé et transféré de force près de 20 000 enfants ukrainiens pour qu'ils soient adoptés par des familles russes contre leur gré ou celui de leur famille. Mais aussi risible que puisse paraître l'idée de retenue russe pour notre équipe de Warfront et la grande majorité de notre public, nous avons aussi la chance de vivre en dehors de la bulle d'information russe. Pour les citoyens russes vivant dans leur pays et pour les consommateurs de médias du monde entier qui préfèrent boire la propagande du Kremlin directement à la source, l'idée que la Russie ménage l'Ukraine est en réalité un thème très répandu. Ce n'est pas un hasard. Au contraire, c'est le résultat direct d'une campagne coordonnée du Kremlin visant à promouvoir cette idée sur plusieurs fronts simultanément. Le Kremlin affirme qu'il s'agit d'une opération militaire spéciale, pas d'une guerre totale, ce qui signifie que la Russie garde une partie de sa puissance. D'autre part, bien que la Russie frappe régulièrement des cibles civiles avérées à travers l'Ukraine, le Kremlin nie fermement viser des civils et affirme au contraire qu'il évite les civils et les infrastructures, car elle agit de manière plus bienveillante et avec plus de retenue que les États-Unis ou l'OTAN ne le feraient jamais. La Russie affirme souvent concernant les États-Unis et l'OTAN qu'elle évite de les entraîner dans la guerre et se retient pour prévenir une escalade. Ces idées sont tellement répandues que même lorsque les propres partisans de la Russie critiquent l'effort de guerre, ce qu'ils ont commencé à faire de plus en plus souvent, ils reviennent souvent à l'idée que la Russie est inefficace parce qu'elle se retient trop. Regardez les réactions de 1000 blogueurs russes après la tentative de la Russie de rallier les radicaux et de jouer sur la peur nucléaire avec un missile Oreshnik contre l'Ukraine le week-end dernier. Comme l'a dit le 1000 blogueur 13th, quel est l'intérêt de tirer une cartouche à blanc sans ogive et de l'appeler Oreshnik? Est-ce que ça a tué quelqu'un? Pourquoi aucun dirigeant ukrainien n'a-t-il été tué? Pourquoi Zelensky est-il toujours en vie? Ou pour citer Shadow of Rus, un Reshnik est censé servir d'accroche médiatique pour effrayer, convaincre, faire pression. Mais ça ne marche pas. Ou enfin le 1000 blogueur Larkin. Un Reshnik, c'est comme le Novichok. Personne n'en est jamais mort. Emoji haussement d'épaule. Cette fois, ça n'explose même pas. C'est juste un feu d'artifice pour les Ukrainiens. Un cirque humiliant, une danse de clowns sur les os des Russes. Aujourd'hui, l'invasion de l'Ukraine semble encore très différente aux consommateurs des médias russes qu'au reste du monde.
Alors que les revers russes et les attaques ukrainiennes de longue portée se multiplient et que l'opinion publique change, les radicaux russes expriment clairement leurs attentes. Ils attendent une démonstration de force, quelque chose d'assez grand, d'assez audacieux et d'assez destructeur pour prouver que la Russie est toujours aussi puissante qu'elle le prétend. Bien sûr, le problème, c'est que la Russie ne semble pas capable de fournir cette démonstration de force en ce moment. Tout ce qu'elle peut faire, c'est bombarder les villes ukrainiennes tous les quelques jours et frapper des cibles symboliques. Les services de renseignement occidentaux et les observateurs du conflit estiment que la Russie perd des soldats plus vite qu'elle ne peut en recruter, et sa capacité supplémentaire reste insuffisante pour changer la situation sur les lignes de front. Même l'Institut pour l'étude de la guerre, pourtant très assidu, a récemment cessé d'estimer quand la Russie pourrait prendre le reste de l'oblast de Donetsk, car il n'est même plus certain que la Russie puisse prendre Donetsk tout court. Je cite, « Les ambitions et exigences territoriales agressives de la Russie contredisent totalement la réalité du champ de bataille. » Mais selon des sources internes, Vladimir Poutine reste persuadé que la Russie peut prendre tout Donetsk et Louhansk d'ici l'automne, s'appuyant sur les assurances de ses principaux conseillers qui contrôlent l'information qu'il reçoit. En réalité, les soldats russes ne sont tout simplement pas capables d'y parvenir. Mais pour les conseillers de Poutine, admettre la défaite, ou pire, reconnaître l'ampleur de leur tromperie envers leurs propres dirigeants, serait une idée particulièrement mauvaise. Il existe désormais un consensus croissant, déjà mentionné, selon lequel la Russie chercherait à élargir le conflit. Mais parmi toutes les options pour la Russie, aucune n'est peut-être plus séduisante que de lancer une nouvelle invasion avec des forces insuffisantes pour changer la ligne de front, mais pouvant mener une attaque éclair contre un troisième pays vulnérable. Peut-être que cette invasion viserait un pays de l'OTAN pour voir si la Russie peut plonger l'OTAN dans la crise, provoquer une rupture internationale entre ses membres et saper toute l'architecture de soutien occidental dont dépend l'OTAN. Ou la Russie pourrait chercher à conquérir sans risquer d'escalade avec les grandes puissances. Dans ce cas, deux pays devraient être particulièrement inquiets. La petite nation caucasienne de Géorgie et la nation encore plus petite d'Arménie. Et comme nous allons l'expliquer en détail, l'Arménie et la Géorgie sont des cibles particulièrement attrayantes pour la Russie à cause de quelques problèmes qu'elles ont en commun. Leur petite taille, leur proximité, la faiblesse de leurs armées et leurs divisions sociales internes, où des éléments pro-russes possèdent déjà un pouvoir important. Mais s'il y a un domaine où l'Arménie et la Géorgie sont des cibles sensiblement différentes, c'est dans la façon dont Vladimir Poutine considère probablement chacun de ces pays. En 2026, la Géorgie est un pays que la Russie contrôle quasiment, mais l'Arménie est une nation qui a réussi à agacer profondément Poutine. L'histoire remonte à 2022 lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine, puis a assisté impuissante au fait que cette invasion tournait mal. À cette époque, l'Arménie était encore engagée dans un conflit gelé avec l'Azerbaïdjan au sujet de l'enclave du Haut-Karabakh. Les deux pays revendiquaient d'envahir la région, mais la majeure partie était administrée par des Arméniens ethniques qui constituaient la majorité locale. Après la guerre de 6 semaines, en 2020, la Russie avait assuré à l'Arménie que le Haut-Karabakh resterait sous son contrôle, via ses forces de maintien de la paix. Mais en septembre 2023, lorsqu'il est devenu évident à quel point les problèmes de la Russie en Ukraine étaient très profonds, le dirigeant de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a décidé d'attaquer tout de même le Haut-Karabakh, pariant que la Russie n'oserait pas intervenir. Aliyev avait parfaitement raison. Le Haut-Karabakh a été envahi, sa population arménienne a été expulsée, son gouvernement dissous et son territoire incorporé à l'Azerbaïdjan. Ce moment a été un réveil brutal pour l'Arménie, une ancienne république socialiste soviétique qui s'était longtemps considérée comme faisant partie de la sphère d'influence régionale de la Russie moderne. Il s'est avéré que les garanties de sécurité de la Russie ne valaient pas le papier sur lequel elles étaient écrites, et l'Arménie n'est pas restée là à attendre que la Russie se rende à l'évidence. Le pays veut renforcer ses relations avec l'Occident, surtout l'Europe. En 2025, l'Arménie a adopté une loi obligeant le gouvernement à poursuivre l'intégration européenne, y compris une éventuelle adhésion à l'UE. En attendant, l'Arménie a déployé de grands efforts pour s'engager dans les réseaux commerciaux et les infrastructures énergétiques européens. Début mai 2026, les dirigeants européens se sont rendus dans la capitale arménienne et rêvant pour le tout premier sommet UE-Arménie, ainsi qu'un autre sommet visant à montrer la volonté de l'UE de collaborer avec des partenaires extérieurs à l'Europe, en particulier le Canada. C'était déjà un signal clair à la Russie sur le changement d'alliance de l'Arménie, mais ce signal est devenu indéniable avec la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky parmi les invités. En parallèle, l'Arménie s'est tournée vers des médiateurs américains pour une paix durable avec l'Azerbaïdjan, acceptant un plan ne prévoyant que très peu de concessions en faveur de l'Arménie, apparemment car l'Amérique semble prête à accorder un minimum d'attention.
Bien sûr, la Russie n'a pas apprécié l'initiative de l'Arménie et Moscou a exprimé son mécontentement. Les relations entre les deux pays se dégradaient lentement avant la prise du Haut-Karabakh et se sont vraiment détériorées en 2018, quand Nikol Pachinian est devenu dirigeant arménien lors de la révolution de velours, une vague de manifestations anticorruption. Depuis lors, Pachinian n'a cessé de critiquer Moscou et Moscou n'a cessé de critiquer Pachinian. Certes, leurs relations restent assez compliquées, l'Arménie accueille toujours des bases militaires russes. Elle reste membre de l'Organisation du traité de sécurité collective de la Russie et participe à l'Union économique eurasiatique. Les entreprises russes y sont puissantes et la Russie exerce une forte influence sociale via l'Église apostolique arménienne. Cependant, des experts arméniens et internationaux alertent que la Russie cherche à contrôler ou déstabiliser totalement l'Arménie. En 2025, un milliardaire arméno-russe et 2 archevêques apostoliques ont été arrêtés dans le cadre d'un scandale très médiatisé, accusés d'avoir comploté un coup d'État contre Pachinian. En janvier de cette année, le célèbre propagandiste de la télévision russe Vladimir Solovyov a appelé à une intervention militaire directe contre Erevan lorsqu'il a suggéré que l'Arménie pourrait être visée par une opération militaire spéciale similaire à celle menée contre l'Ukraine. En juin, l'Arménie tiendra des élections parlementaires majeures, tandis que la Russie est déjà accusée d'ingérence via l'Église, des opérations de désinformation et des campagnes d'influence. Des documents divulgués indiquent que Sergueï Kirienko, haut responsable du Kremlin, soutient des efforts pour influencer le scrutin après des opérations similaires en Géorgie et en Ukraine occupée. Après les actions de la Russie en Géorgie, tant en 2008 que dans les années 2020 ainsi que ses actions contre l'Ukraine depuis 2024, il n'est guère surprenant que l'Arménie puisse être en danger. Mais si vous souhaitez un peu plus de preuves, nous laisserons la parole à Vladimir Poutine lui-même, dans des commentaires faits il y a seulement quelques semaines au moment où nous écrivons ces lignes. Je cite « Nous voyons tous ce qui se passe avec l'Ukraine. Mais où cela a-t-il commencé ? Avec la tentative de l'Ukraine de rejoindre l'UE. » Vladimir Poutine a proposé que l'Arménie organise un référendum sur l'adhésion à l'UE, mais le prochain vote parlementaire crée une pression encore plus forte. Si la campagne d'influence russe échoue, Vladimir Poutine pourrait s'en servir comme prétexte pour aller plus loin. Ces élections d'ailleurs auront lieu dans moins de 2 semaines. Le dimanche 7 juin, même pour l'armée russe déjà très sollicitée, attaquer l'Arménie ne serait peut-être pas si difficile. L'armée du pays compte au total seulement 45 000 personnes, équipées d'un petit nombre de chars de combat opérationnels, principalement de l'artillerie soviétique dépassée, et de moins de 20 avions de combat. Pire, ils n'ont que des défenses aériennes limitées, surtout soviétiques, et leurs troupes ne sont pas prêtes à mener une guerre intégrant les drones comme la Russie en Ukraine. La Russie déploie déjà 4 à 5 000 soldats en Arménie avec une puissance de feu importante. Cependant, il existe des raisons de croire qu'envahir l'Arménie pourrait s'avérer plus difficile que prévu. Le pays est enclavé et sans frontière avec la Russie, obligeant les troupes russes à arriver par avion ou via un autre pays. Même si la Géorgie ouvrirait sans doute son espace aérien à la Russie et que l'Azerbaïdjan pourrait le faire si l'Arménie était vaincue, ces options restent délicates, d'autant que la Russie a peu de capacité à déployer des parachutistes. La Géorgie refusera probablement le passage des troupes russes et l'Azerbaïdjan ainsi que la Turquie s'y opposeront aussi. Cela ne signifie pas que la Russie ne peut attaquer l'Arménie, mais sans attaquer d'abord la Géorgie, elle devrait recourir à des frappes de drones, de missiles longue portée et à de petites attaques terrestres. Ce n'est pas impossible, mais ce serait délicat au point que la Russie ne serait peut-être pas prête à prendre ce risque. Nous allons passer à la Géorgie dans un instant, mais d'abord, une petite pause pour vous parler de notre nouveau site pour les abonnés. Warfront est notre plateforme pour toutes les histoires auxquelles nous ne pouvons pas rendre justice ici, sur la chaîne principale. Un endroit où nous pouvons approfondir et aller plus loin dans les détails que ce que nous pourrions jamais faire sur YouTube. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et 1 ou 2 podcasts sur les conflits et histoires géopolitiques qui vous importent le plus. Notre couverture porte souvent sur l'invasion russe de l'Ukraine, mais nous abordons aussi de nombreux sujets sur l'Iran, le Soudan, le Sahel, l'Europe et d'autres régions. Sans mentionner les autres conflits mineurs souvent ignorés, l'abonnement coûte 5 $ par mois ou 50 par an. C'est Warfront. Allez voir. Passons maintenant à la Géorgie. Si une invasion de l'Arménie serait difficile pour Moscou, ce n'est pas le cas pour la Géorgie, déjà envahie massivement par la Russie ces 20 dernières années. C'était bien sûr la guerre russo-géorgienne de 5 jours, en 2008, où, après une escalade entre la Géorgie, la Russie et les 2 régions séparatistes de la Géorgie, la Russie a attaqué son voisin du sud lors de combats qui ont fait environ 65 morts russes,
180 morts géorgiens et environ 60 séparatistes tués, ainsi que des centaines de civils en Géorgie et dans les territoires séparatistes. Ce conflit s'est terminé par un règlement négocié, très défavorable à la Géorgie. Mais le plus grand problème pour la Géorgie aujourd'hui est la question du recul démocratique avec la montée d'un parti politique appelé Rêve géorgien. Créé par un oligarque géorgien enrichi en Russie, Rêve géorgien a pris le contrôle du pays l'année de sa fondation. Depuis, Rêve géorgien a lentement gagné en influence. Après des années à éloigner la Géorgie de l'Occident, les dirigeants ont refusé de se joindre aux sanctions contre la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine. Dès lors, Rêve géorgien a intensifié la répression des médias et de la société civile, aboutissant à une victoire écrasante aux législatives de 2024. L'élection a suscité de vives condamnations mondiales, Rêve géorgien étant accusé de fraude, sans que cela ne change rien. Depuis cette élection, Rêve géorgien a instrumentalisé la justice contre l'opposition, poussé des dissidents à l'exil et agi pour transformer la démocratie prometteuse de Géorgie en régime autoritaire. Pendant ce temps, Rêve géorgien s'est rapproché de la Russie, renforçant la dépendance économique et calquant sa législation sur des lois russes destinées à réprimer et à contrôler les médias. Cette semaine seulement, la Géorgie a créé un soi-disant conseil de surveillance de la russophobie, un organisme qui traquera ce qu'il appelle la discrimination et les discours de haine anti-russe dans un pays où les manifestants pro-européens continuent de défiler chaque soir dans la capitale. Puisque Rêve géorgien se rapproche de la Russie, il peut sembler étrange de penser que la Russie tenterait une invasion comme en Ukraine. En réalité, la Russie ne chercherait pas à exclure Rêve géorgien si cela arrivait. Au contraire, la Géorgie est une opportunité unique. C'est un lieu où les troupes russes pourraient intervenir après une provocation réelle ou fabriquée, tout en collaborant avec un gouvernement capable de les présenter en héros. Comme l'Arménie, l'armée géorgienne est assez faible. Elle ne compte qu'environ 37 000 soldats en service actif, moins d'une douzaine d'avions de combat, et une armée qui n'a pas mené de combat sérieux depuis bien avant le tournant mondial vers la guerre par drone. Les dirigeants pro-russes de la Géorgie peuvent ordonner à ces troupes de ne pas intervenir et laisser entrer les Russes pour gérer, par exemple, un mouvement de protestation que le parti Rêve géorgien présente comme une menace pour la sécurité intérieure. Si des éléments anti-russes de l'armée géorgienne ripostent, ils peuvent être vaincus dans des conflits isolés, puis condamnés par le parti Rêve géorgien comme putschistes et renégats que la Russie doit arrêter. Pour faciliter encore plus les choses à la Russie, il existe de nombreuses façons de mener une action militaire spécifiquement en Géorgie. Si le parti Rêve géorgien craint d'être vu comme complice, une colonne de troupes russes pourrait alors lancer une offensive surprise depuis l'oblast d'Ossétie du Nord, à moins de 4 heures de Tbilissi. Ou si cela paraît trop éloigné, ou si un risque de riposte des troupes géorgiennes existe, le parti Rêve géorgien peut alors ignorer les signes de renforcement russe dans la région séparatiste d'Ossétie du Sud, dont la capitale est à moins de 2 heures de Tbilissi. Les troupes russes pourraient en franchir la frontière, lancer une vague massive de missiles et de drones ou effectuer des survols de bombardiers, pour menacer et permettre à la direction pro-russe de Géorgie de justifier une capitulation. C'est vraiment du genre « oui, on dirait que vous nous surpassez, venez chercher les clés du royaume ». Maintenant, si la Russie ne veut pas subir les tracas de l'annexion, elle peut, disons, stabiliser la Géorgie pendant un certain temps avant de se retirer, en annexant peut-être les 2 régions séparatistes au passage. Ces étapes ne reflètent donc pas exactement les actions de la Russie en Ukraine orientale, mais s'en rapprochent. Non. Si la Russie créait des conditions en Géorgie permettant la libre circulation de ses troupes, l'Arménie serait encore plus en difficulté. Si vous, en tant que simple civil, décidiez de partir en road trip demain, vous pourriez conduire de Tbilissi à Erevan en environ 5 heures. Dans ce moment de désespoir pour la Russie, alors qu'elle cherche à mettre fin à la stagnation et à l'humiliation de ses opérations en Ukraine, Moscou cherche un moyen de réaffirmer sa puissance. En Ukraine, en Géorgie, en Europe ou ailleurs, le comportement de la Russie sous Vladimir Poutine est cohérent. Elle fera une démonstration de force à ses adversaires et les mettra au défi de déjouer le bluff de Poutine. Souvent, ils reculent et offrent à la Russie d'importantes concessions. Chez Warfront, après plus de 4 ans à observer la Russie en Ukraine, nous espérons que le monde verrait une attaque injustifiée contre l'Arménie, ou pire, une mascarade en Géorgie, pour ce qu'elle est. Une tentative désespérée de afficher sa puissance par un dirigeant désespéré qui a laissé sa propre ambition l'acculer. Mais c'est Vladimir Poutine qui agit selon la logique de Vladimir Poutine, en utilisant les tactiques de Vladimir Poutine sur la base d'informations totalement non crédibles que possède Vladimir Poutine. Nous pensons qu'une telle action contre l'Arménie ou la Géorgie, dans le contexte actuel, serait une décision très stupide vouée à l'échec. Nous ne sommes pas sûrs que Poutine n'essaierait pas quand même.
Merci de nous avoir suivis.